Bonjour, cette semaine sur Beffroi Vision, je vous propose un nouveau magazine qui sera en 2 parties. En effet, nous partons à la découverte du Familistère de Guise, un lieu chargé d'histoire et tout près d'ici. Créé par Jean-Baptiste Gaudin en 1859, il est à l'origine un homme issu d'une famille modeste. Sensible à l'idée de la redistribution des richesses industrielles aux ouvriers, il souhaite créer une alternative à la société industrielle en plein développement à son époque et offrir ainsi aux ouvriers le confort dont seuls les bourgeois pouvaient alors bénéficier. En compagnie de Jérôme Caron, chargé de promotion des lieux, je vous propose une visite guidée exclusive qui vous attend. Vous découvrirez le pavillon central, un appartement de l'époque et le musée consacré aux créations de l'entreprise Gaudin, et surtout ses célèbres poêles. Un reportage signé Claude Delcourt, François Capelier et de moi-même. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Familistère de Guise en compagnie de quelqu'un qui va se présenter tout de suite. Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Caron, je suis chargé de promotion au Familistère de Guise et donc je vous accueille ici au sein de l'expérience sociale de Jean-Baptiste André Gaudin. Quelle est votre mission en tant que chargé de patrimoine à Guise par exemple, pour le Familistère ? Alors, ma mission, elle est un peu multiple. En grande partie, c'est de faire la promotion donc, du lieu, c'est-à-dire de présenter le Familistère entre guillemets à l'extérieur de ces murs, sur des salons, du tourisme, vis-à-vis de nos partenaires situés un peu partout dans la région avec qui nous travaillons. C'est également d'accueillir des groupes en séminaire et donc de pouvoir leur offrir une prestation de qualité, que ce soit en termes donc, de location d'espace, de visite guidée, et puis parfois, comme ici, d'accueillir les équipes de tournage et puis donc de répondre aux questions. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une partie de la visite, et où actuellement ? Alors là, on est en ce moment même dans le bâtiment des Économas. Donc c'est une partie donc, du Familistère de Guise et ça correspondait au 19e siècle, au moment donc, où le lieu a été érigé et conçu par Gaudin, au magasin en coopérative du site. Donc ici, on avait un ensemble de petits magasins et de petits services qui étaient donc mis à disposition des familistériens, des résidents du Familistère. Donc ce n'était pas gratuit, c'était simplement des magasins dans lesquels le produit ou le prix d'achat du produit était équivalent à son prix d'achat. En gros, il n'y avait pas d'intermédiaire au Familistère. Donc l'avantage, c'est que ça permettait d'accueillir les familistériens, de leur offrir ce dont ils avaient besoin pour la vie de tous les jours en termes de produits de première nécessité, mais à un prix extrêmement abordable. Puisque pour Gaudin, dans l'équation commerciale, l'intermédiaire, c'est un élément qu'il faut faire disparaître. C'est ce qu'il appelle un parasite qu'il faut faire disparaître. Actuellement, on pourrait le comparer avec une petite supérette. Alors, c'est même plus des magasins en coopérative que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, où on va privilégier les circuits courts, où on va acheter aux différents producteurs locaux, pour justement réduire ici donc le circuit et éviter ainsi d'avoir des intermédiaires et de pouvoir avoir des produits de bonne qualité, suffisants, et ce, à proximité. Alors aujourd'hui, on se doute bien avec l'évolution de l'histoire du Familistère que cette supérette n'est plus vraiment une supérette actuellement. Elle a changé de visuel et même l'intérieur. Alors oui, naturellement. Ce que je viens de vous expliquer là, c'était tel que Gaudin l'avait imaginé, tel que ça a été dans le cadre de l'histoire du Familistère de Guise, de l'expérience communautaire et coopérative. Mais aujourd'hui, les Économas, c'est le centre d'accueil du musée de site du Familistère. Et là, donc, on est aujourd'hui dans un des espaces muséographiques, avec des maquettes, des photos, des objets qui renvoient à l'histoire donc, de l'expérience sociale du Familistère. En dehors des maquettes, il y a d'autres choses aussi à voir, à observer et à connaître ? Alors déjà, il y a toute l'histoire du Familistère, puisque le Familistère, c'est vraiment un lieu très particulier, c'est une expérience unique en son genre, c'est un modèle qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs au monde, c'est vraiment l'idée de créer une nouvelle société, une société coopérative, communautaire, un système dit d'autogestion. C'est donc pas le patron qui va gérer pour ses ouvriers, mais où ce sont les familistériens, les employés qui vont
communautairement, collectivement décider, hommes et femmes, du devenir de leur lieu de vie et de leur lieu de travail. Donc déjà, il y a cette histoire-là. Et ensuite, il y a le quotidien de ce familistère avec tous les équivalents de la richesse qui ont été mis en place par Godin. Donc là, on parlait des économas, mais il y a également à découvrir un système très ingénieux, très novateur de piscines couvertes, chauffées et sécurisées, mises en place au XIXe siècle. C'est également des pavillons d'habitation créant le lien social avec donc un système d'architecture unitaire basé sur l'eau, l'air, la lumière, l'espace. Et puis, c'est découvrir également ce qui fait aujourd'hui la renommée de Godin, encore aujourd'hui. Ce sont ces fameux appareils de chauffage et de cuisson en fonte, car sans industrie, sans fonderie, pas de familistère, c'est quand même ici très, très important de le souligner. Donc c'est là plus l'héritage industriel du lieu, avec les fameux poêles, les fameuses cuisinières et toute la gamme d'objets en fonte qui ont pu être conçus dans l'entreprise et dont on retrouve une partie dans les expositions. Eh bien, je vous propose qu'on aille maintenant dans une autre partie. On pourrait découvrir le familistère et justement peut-être un appartement témoin et les fameux poêles et les cuisinières qui sont proposés dans les appartements. Alors pour ça, il y a un endroit qu'il faut aller, que je vais donc vous montrer, c'est le pavillon central. Alors maintenant, nous sommes dans la cour du familistère. On a remis les manteaux parce qu'il fait un peu plus frais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette cour, justement ? Alors donc là, on est donc dans la cour du pavillon d'habitation centrale, l'un des pavillons du familistère, puisqu'au total, il y avait 5 pavillons d'habitation à Guise, et celui-ci a la particularité d'être la plus grande cour couverte, donc avec une verrière au-dessus de nous. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire ? Tout simplement que quand on le regarde, on comprend le principe qu'a voulu mettre en œuvre Godin avec le familistère, c'est-à-dire l'idée de créer cette nouvelle société. Godin veut avec le familistère créer une nouvelle société, et cette société, elle doit être communautaire, coopérative. On doit tisser un lien social entre les différentes personnes qui y vivent. Donc quand on regarde ce bâtiment, on se rend compte que par son architecture, tout est fait pour créer cette unité, cette communauté familistérienne. Ce grand espace central, vide, lieu de rencontre, de côtoiement, mais également lieu de fête, puisque c'est ici qu'auront lieu les grandes fête familistérienne, la fête de l'enfance et la fête du travail à partir de 1867, puisque Godin est celui qui va, pour la première fois, fêter le travail, qui va vouloir considérer que les employés peuvent être en mesure, tout simplement, de prôner leur amour et leur attachement à leur travail, et qu'ils le montrent aux autres, que ce soit aux autres familistériens ou aux autres personnes de la ville ou de la région. Ensuite, c'est un lieu, donc, comme vous pouvez le constater, qui est un lieu d'habitation, donc où les gens vont vivre, en sachant que vont vivre au familistère, forcément des familistériens, des employés de l'usine, mais pas que. Alors déjà, les employés de l'usine ne sont pas obligatoirement familistérien. C'est un choix que vous faites. C'est l'employé qui décide si oui ou non il veut venir vivre ici. Ils vont également vivre au familistère des gens qui travaillent au sein du système, comme par exemple les instituteurs des écoles, les personnes qui travaillent dans les économas ou dans la buanderie piscine. Et donc c'est un lieu qui ne prône pas une hiérarchie sociale, il n'y a pas un étage pour les ouvriers, un étage pour les ingénieurs, c'est vraiment une mixité sociale que souhaite Godin, puisque si dans l'usine vous êtes ouvrier, ingénieur, technicien, contremaître, par le choix que vous faites de vivre dans les pavillons, vous êtes toutes et tous familistériens. Donc vous bénéficiez des mêmes avantages et des mêmes innovations en fonction de vos besoins, mais de vos besoins véritables. C'est-à-dire non plus le rang social ou le salaire, mais par exemple le nombre de personnes qui composent votre famille. Si vous avez une personne âgée ou en difficulté, naturellement on ne va pas vous mettre au dernier étage. On va trouver également des solutions pour adapter le lieu à vos besoins.
Maintenant, est-ce qu'on peut parler des caractéristiques? Par exemple, le nombre d'appartements qu'il y a d'ici, je ne sais pas, la hauteur ou le nombre de personnes que ça peut accueillir au maximum? Alors, le pavillon d'habitation dans lequel nous sommes, il faut imaginer donc une vie communautaire, comme je vous le disais tout à l'heure, mais une vie communautaire pour quelques, on va dire, 450 personnes maximum, dans ce seul pavillon d'habitation, hein, uniquement. Le Familistère, au maximum, théoriquement, c'est 2000 personnes au total. Là, on est à 400, 450. Donc voilà, il faut quand même imaginer le lieu en vie. Vivre à 450, c'est pas facile. C'est déjà pas facile à 2, alors vous imaginez, plus vous multipliez. Donc forcément, ici, il faut être conscient que le lieu, c'est également un espace d'apprentissage. C'est-à-dire que pour Godin, c'est pas non plus, comme on le disait tout à l'heure, quelque chose qui vous est dû. Le Familistère, c'est quelque chose qui vous est dû en ce sens où on vous redistribue les équivalents de la richesse, mais après, vous avez également un rôle à jouer. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur de la vie familistérienne. Donc, les caractéristiques, c'est que il faut ne pas penser qu'à soi ou à sa famille, mais bel et bien penser à toutes celles et ceux avec qui vous vivez. Il faut apprendre les règles tacites de vie communautaire, l'entraide, faire également attention quand vous descendez ou quand les enfants se rassemblent dans la cour. C'est également faire attention aux points d'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau au 19e siècle dans les logements, c'était des points d'eau collectifs qui étaient situés dans les couloirs qui reliaient les pavillons les uns aux autres. Donc naturellement, quand vous alliez prendre de l'eau pour votre logement, il fallait faire attention. Donc voilà, c'est le fait de responsabiliser le familistérien, puisque avant de savoir gérer ensemble le familistère, il faut d'abord savoir vivre ensemble. Sauf qu'à l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus capables de vivre en groupe. Tout le monde, ils avaient quand même de base cette capacité à vivre ensemble de par les conditions de vie du 19e siècle. On est quand même beaucoup plus porté sur la vie en groupe, l'entraide, les vies de quartier, les vies de village étaient beaucoup plus développées entre guillemets qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'adapter entre guillemets à un système comme le familistère. Alors, en dehors du fait qu'il fallait travailler et être employé dans l'entreprise Godin, quelles étaient les conditions pour pouvoir habiter dans ces lieux? Alors, il fallait donc en effet travailler dans l'entreprise ou dans le système du familistère. Alors, l'idée, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il fallait être volontaire, ce qui est déjà en soi un point important, et il fallait travailler depuis au minimum 1 an. Dans le système. Donc si vous aviez ces conditions, vous faisiez une demande pour pouvoir avoir un logement, qu'un appartement vous soit attribué. Et puis naturellement, cet appartement était attribué en fonction des besoins, puisque on le verra tout à l'heure, mais les appartements étaient modulables en fonction donc, des besoins en termes de personnes, de nombre de personnes. Ce qui fait que vous étiez pas, c'est pas parce que vous aimiez bien le pavillon central que vous étiez forcément dans le pavillon central. Vous pouviez très bien commencer, mettons, dans l'aile gauche, puis au cours de votre vie, vous retrouvez au central, puis ensuite dans un autre bâtiment, etc. Puisque le familistère s'adapte en fonction des besoins, donc si votre famille s'agrandit, naturellement, le logement s'agrandira avec. Et Godin préconise également toujours l'idée de tisser le lien social, ce qui veut dire que au bout d'un moment, Godin considère que tous les 10 ans à peu près, il faut, même si vous êtes en pleine forme, votre famille est toujours, admettons, de 4 personnes, il faut que vous déménagiez. Non pas parce qu'on veut plus de vous, mais tout simplement parce que il faut que vous appreniez à tisser le lien avec d'autres personnes, à créer ici donc cette communauté avec d'autres personnes. Donc vous êtes amené à déménager et à changer de pavillon. Alors par contre, on vous attribue un logement, vous habitez dans un logement, mais ce logement, vous le louez. Puisque pour Godin, ça fait partie de la participation, de l'investissement du familistérien au sein du familistère, l'un des investissements. Et de ce fait, vous payez un loyer. Mais un loyer qui n'était pas très cher, puisqu'il était de l'ordre de, pour une superficie moyenne de 42 mètres carrés, il était de l'ordre de à peu près 5% du salaire que vous touchiez. Donc, ce qui était forcément très, très intéressant, mais qui montre que voilà, pour Godin, il y a toujours cette idée de responsabiliser le familistérien, de ne pas considérer que tout cela est normal et qu'il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer, certes, dans la création de la richesse, dans, entre guillemets, son profit, mais également et surtout dans sa gestion. Et ça commence par la gestion de la vie communautaire, du logement. Et, entre guillemets, étape par étape, ça doit vous amener à l'autogestion, c'est-à-dire la gestion du familistère par les familistériens avec la création de l'association coopérative en 1880. Alors on imagine bien que depuis sa création, le familistère a beaucoup évolué, et les appartements aussi certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des traces de ces premiers appartements, des traces de son visuel d'origine? Alors, le familistère a toujours été habité.
y compris à ce jour, puisqu'on a toujours des gens qui vivent dans les pavillons d'habitation, y compris dans le pavillon où nous sommes. Il faut imaginer que là, on présente le Familistère comme un musée, mais c'est un musée habité. C'est la particularité du lieu, c'est unique en France, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans laquelle vous visitez des appartements, mais en face de ces anciens appartements transformés en espaces muséographiques, il y a des vrais logements, entre guillemets, qui accueillent encore des personnes qui sont d'anciens familistériens ou descendants de familistériens. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que comme le Familistère a toujours été habité, forcément, les logements ont évolué. Ils ont évolué parce que là où au 19e siècle, il n'y avait pas d'eau courante, forcément, on l'a rajouté au fur et à mesure du temps. Mais dans la partie donc, muséographique, on va retrouver des aménagements qui ont été faits quand le pavillon central, en 2010, a connu sa première phase d'aménagement muséographique. On a essayé de représenter des scènes d'intérieur. Donc des logements tels qu'ils pouvaient être à différentes époques de la vie du Familistère, pour voir l'évolution entre 1867 et 1968. Donc quasiment, on va dire, un siècle qui sont présentés sous la forme de 4 logements. Donc 4 époques pour montrer comment est-ce qu'on vivait au 19e siècle et comme au moment où le pavillon central est terminé, les premières personnes y habitent, et comment est-ce que les gens y vivaient au moment où l'association a été dissoute et que donc l'expérience sociale de Gaudin prend fin. Et bien maintenant, on va aller découvrir ces fameux appartements qui ont évolué. Tout à fait. Pour se faire monter dans les étages, on va suivre les traces des familistériens et emprunter l'un des escaliers qui permettait donc d'accéder aux étages sur les coursives donc, du Familistère. Alors maintenant, nous sommes dans un des appartements types de l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lieu ? Alors donc là, on est dans un appartement effectivement type tel qu'il a pu être conçu selon les plans donc, de Jean-Baptiste André Gaudin. Et c'est un appartement à la fois traversant et modulable. C'est-à-dire que les appartements au Familistère sont obligatoirement des appartements donnant à la fois sur la cour intérieure et sur l'extérieur, composés de 2 grandes pièces, la pièce à vivre correspondant, nous, aujourd'hui, à la cuisine, salle à manger, et la pièce intime correspondant salon-chambre, si vous voulez. En sachant qu'au 19e siècle, comme il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette dans le logement. Tout ça sont les points d'eau qui étaient situés à chaque étage des pavillons, mais à l'extérieur du lieu. C'est un appartement qui est modulable puisque quand on y rentre, on ouvre une porte, mais cette porte ne donne pas dans le logement directement. D'abord dans un vestibule commun qui est lui-même ensuite divisé en 2 appartements, un à gauche, un à droite. L'avantage, c'est que quand c'est une famille, entre guillemets, type, ça crée un espace supplémentaire de rencontre. Vous connaissez votre voisin, vous échangez avec lui, vous discutez. Mais quand c'est une famille plus nombreuse qui se présente au Familistère, on peut, sans faire d'énormes travaux, ajuster la taille du logement en associant 2 appartements pour finalement n'en faire qu'un seul, et ainsi, en augmentant la superficie du logement, répondre aux besoins véritables de la famille familistérienne. Si on compare aujourd'hui, cet appartement, ce serait quoi ? Un T1, un T2 ou autre ? Alors, c'est un peu difficile de comparer à ce qu'il est aujourd'hui. Ce que je peux en dire, c'est qu'il fait 42 mètres carrés en moyenne sur la totalité des pavillons d'habitation, que c'est un appartement qui est conçu pour accueillir au maximum une famille de 4 personnes, ce qui, pour l'époque, est très bien. En se rappelant encore une fois qu'au XIXe siècle, à l'époque où Gaudin construit le Familistère, il n'y a ni électricité ni eau courante. Donc c'est un peu comme si les gens imaginaient leur logement actuel dans lequel ils en retirent la salle de bain, les toilettes, les arrivées d'eau, l'électricité, l'électroménager, la télé, l'ordinateur, le téléphone et le portable. Vous enlevez tout ça de votre logement, vous allez forcément gagner beaucoup de place. Pour les plus jeunes, on est proche de la syncope quand je dis ça, mais les autres comprennent la plupart du temps ce que je veux dire. Donc forcément,
tout ça remis dans le contexte de l'époque fait que c'est des superficies et surtout un nombre de personnes par pièce, ou tout moins par logement, même plus par logement que par pièce, qui est véritablement avant-gardiste. C'est vraiment des conditions de vie qui sont au-delà de ce que peut espérer une famille ouvrière type au XIXe siècle en France. Parce que c'est un appartement qui est modulable, c'est un appartement qui est conçu autour de l'eau, de l'air, de la lumière, de l'espace, bien ventilé, bien aéré, hauteur sous plafond. La seule chose, c'est l'aménagement. C'est-à-dire que là, les objets qu'on voit ici dans cet appartement n'étaient pas fournis avec le logement. Vous louez un appartement, mais quand vous y rentrez, il est vide. Les seules choses qu'on a sont les grandes armoires, une par pièce, et ici, donc, ce qu'on appelle les consoles de cheminée à armature en fonte. Tout le reste, mobilier, décoration, c'est chaque familistérien qui le fait, qui se décide à faire son aménagement. Ce qui permet également, pour le coup, ensuite, d'être véritablement chez soi. Les appartements sont certes dans leur conception identique, mais après, dans leur aménagement, ils sont individuels. Chacun le perçoit comme il veut. Chacun aimait de pouvoir personnaliser son logement et de se l'approprier. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme mobilier ? Alors, un mobilier assez simple et assez sobre, encore une fois, pour le 19e siècle, puisque pas d'électroménager à l'époque, forcément la table, chaise, buffet, le lit qui se trouve dans l'autre pièce, mais ce qu'on va surtout retrouver sont des objets liés à la fabrication Godin, puisque ici, fonderie Godin oblige, on a un poêle et une cuisinière. La petite particularité, c'est que poêle et cuisinière étaient les cadeaux de bienvenue, entre guillemets, des familistériens. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir, pour le simple prix de la fonte, un modèle de poêle ou de cuisinière qui leur était fabriqué et qui plus est, leur était, entre guillemets, il était stylisé rien que pour eux. Si vous voulez ajouter leurs initiales ou si vous voulez des décors supplémentaires ou un modèle existant mais avec une autre couleur, puisque il ne faut pas oublier que les poêles et les cuisinières pouvaient être ensuite, au fur et à mesure du temps, ont pu être décorés parce que la fonte est émaillée, ou sera par la suite émaillée. Ça fait donc des modèles vraiment uniques, puisque individualisés, et ça fait aujourd'hui de véritables petits chefs-d'œuvre que l'on retrouve parfois encore, et que les gens, donc ainsi, de ce fait, ils pouvaient vraiment se sentir chez eux, puisque même le poêle, ou la cuisinière était C'est quand même impressionnant parce qu'on penserait qu'ils auraient tous le même, justement, comme l'appartement, et en fin de compte, chacun peut le personnaliser. C'est un peu les prémices de la customisation qu'on aurait aujourd'hui pour nos chaussures ou encore pour d'autres choses. Alors oui, puis ça rentre également dans le fait que pour Godin, là vous êtes dans votre logement. Donc là, pour le coup, entre guillemets, les distinctions de rang social ou de salaire peuvent se mettre en avant, puisque c'est aussi normal. Vous avez un salaire élevé, puisque vous avez un poste à responsabilité, puisque vous avez les responsabilités vous avez fait les études, etc. C'est normal aussi que votre appartement, si vous avez envie de le décorer avec des beaux objets ou avec des choses qui coûtent un peu plus cher, vous êtes chez vous, c'est votre droit le plus simple de le faire. Donc ainsi, par le biais des produits Godin ou d'autres choses, vous pouvez décorer. Mais c'est vrai que dans le cadre du poêle et de la cuisinière, ça montre également cette capacité qu'a eu Godin. Ce qui a fait sa renommée à l'époque, c'est que dans ces catalogues, vous n'avez pas un seul modèle. Vous avez vraiment une gamme très très variée d'appareils de chauffage et de cuisson pour des modèles très simples, très sobres en termes de décor qui fonctionnent tout aussi bien, mais pour des gens qui auraient des revenus modestes, à des modèles véritablement décorés avec du nickel, donc on l'a dit tout à l'heure, de la fonte émaillée, pour des gens qui auraient des revenus plus importants et qui veulent vraiment un bel objet chez eux. Pour revenir justement sur cette personnalisation, le modèle qui n'est pas unique et qui peut être personnalisé, vous nous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait justement une exposition où il y avait différents types de poêles. Alors effectivement, on a donc dans nos collections et surtout dans le musée des expositions qui sont naturellement dédiées aux produits Godin et qui surtout montrent en fait l'évolution des catalogues entre le 19e siècle et le 20e sur les types de poêles, ou tout un certain type, puisqu'on n'a pas tout ce qui a été fabriqué. Un familistère ne suffirait pas à présenter tous les objets qui ont pu être issus des catalogues de la marque Godin, mais on en a quand même des pas mal. Et comme ça, on pourra se rendre compte que quand on parle de Godin, c'est pas uniquement le poêle ou la cuisinière, c'est déjà plein de modèles et c'est surtout plein d'objets divers et variés. Eh bien, on va le découvrir.
Alors maintenant, nous sommes dans la partie du musée dédiée aux poêles Godin. On est d'accord, il n'y a pas que des poêles ici. Non, non, c'est vrai que souvent les gens ont gardé dans l'imaginaire l'image du poêle Godin. C'est d'ailleurs presque devenu un nom commun, une marque qui est rentrée dans le vocabulaire de tous les jours. On ne dit pas forcément j'ai un poêle, mais j'ai un Godin, comme on ne dit pas j'ai un réfrigérateur, mais j'ai un frigidaire. C'est un peu le même principe. Sauf que si les gens sont arrêtés aux appareils de chauffage et par extension aux appareils de cuisson avec les cuisinières, il n'y a pas eu que ça. Godin, ça va du porte-parapluie au porte-manteau, en passant par la baignoire en fonte émaillée, c'est également des torréfacteurs, c'est vraiment plein d'objets divers et variés, des encriers, des chaufferettes, tout ce qui peut être fait en fonte est fabriqué dans l'usine. Puisque ça paraît logique, plus votre gamme de produits est vaste et large, plus forcément vous pouvez toucher de clients et ainsi vendre d'objets. Et ainsi, les bénéfices se multipliant, ils pourront être par Godin, puis par la suite par l'association coopérative, réinjectés dans le Familistère. Alors pour revenir sur l'objet de base que vendait Monsieur Godin, donc du coup les poêles, on a justement une maquette, on va dire, qui est un peu décomposée pour comprendre les différentes pièces qu'il y a. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette exposition ? Alors, c'est une exposition qui vous montre, par exemple, que pour faire une cuisinière comme celle-ci, c'est pas en une fois. C'est vraiment fait en plein de pièces détachées, distinctes, et que donc, ça demandait dans l'entreprise un savoir-faire extrêmement important, parce qu'on parle quand même d'une fabrication dite en fonte, à une époque où il n'y a pas d'automatisation, donc c'est l'image du fondeur avec sa louche, avec à bout de bras de la fonte en fusion qu'on vient verser dans des moules. Et ça montre également l'importance de la fabrication, d'une fabrication bien faite, pour que les pièces tiennent, qu'elles aient leur capacité thermique, qui a fait la renommée de la fonte et plus largement de Godin, et qu'ensuite, on fabrique des pièces, il faut les nettoyer, il faut les ébarber, il faut les assembler et ensuite il faut les expédier. Donc c'est toute une chaîne d'ateliers dans l'entreprise qui permettait de la fonte brute arriver à un modèle fini comme celui qu'on a là. Donc c'est vrai que l'importance de cette exposition, c'est que ça permet de montrer le travail des fondeurs et de tous les ouvriers de l'usine. Alors justement, vous nous parlez justement du produit type quand il est fini, mais il y a aussi d'autres modèles qui sont un peu plus particuliers que vous nous avez montré tout à l'heure. Alors oui, il y a vraiment des modèles distincts. Là, on a une cuisinière classique, mais Godin, il va faire des cuisinières pour célibataires, c'est-à-dire un modèle qui est divisé en deux, en taille, en hauteur, avec seulement 2 feux, puisque il y a même au 19e siècle des gens qui ne sont pas encore en couple, donc il faut qu'ils aient également la possibilité de pouvoir acheter une cuisinière et se chauffer et manger. Il y a des modèles qui vont être des poêles dites en colonne, le petit Godin, mais on va avoir des inserts de cheminée, on va avoir des cuisinières qui sont décorées, d'autres qui ne le sont pas, on va avoir des cuisinières avec un robinet pour un réservoir d'eau chaude, d'autres qui ne l'ont pas, et puis comme je vous dis, la gamme est tellement variée qu'après, on va également retrouver un support de lavabo, un support de lavabo en fonte, une baignoire en fonte émaillée, on va retrouver un torréfacteur, on va retrouver une repasseuse dans laquelle on met les fers à repasser eux-mêmes fabriqués en fonte, on a le porte-parapluie, fort heureusement le parapluie n'est pas en fonte, mais donc voilà, on a vraiment toute une gamme de produits qu'on peut découvrir. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas tous les produits qui ont été faits, mais c'est quand même assez impressionnant de voir la gamme qui était proposée, et surtout même sur des objets qui peuvent entre guillemets paraître insignifiants comme un fer à repasser, le souci du détail et du travail qui a été fait dedans. Autre souci de détail ou autre chose, j'ai vu qu'il y avait aussi des jouets en fonte. Alors effectivement, la cuisinière a vraiment été développée sous toutes ses formes et sous toutes ses tailles, puisque il y avait dans les catalogues des petites cuisinières, des modèles réduits, quand même à taille assez impressionnante, de cuisinières également faites en fonte et qu'on pouvait acheter pour ses enfants pour jouer. Donc vous voyez là, on jouait à la dinette, mais on jouait à la dinette sur de la fonte. Alors après, à savoir si elle fonctionnait réellement ou pas, tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai des visiteurs qui m'ont assuré, soutenu que celles qu'elles avaient ou que leur grand-mère avait fonctionné. Je n'ai moi-même pas essayé ces modèles, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que donc voilà, vous voyez, même l'idée du jouet, c'était une manière de montrer la capacité, la réalisation de la marque Godin. Alors pour venir un peu dans l'univers du jouet, des enfants, j'ai vu aussi qu'il y avait aussi des blasons justement d'associations, notamment de la chorale et d'une autre aussi.
Alors oui, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup travail, sauf que le travail, Gaudin, il va l'améliorer dès le moment où il s'installe à Guise. Gaudin ouvre les portes de l'usine en 1846, puis à partir de 1859 jusqu'à 1884, construit les bâtiments du familistère. Mais à partir du moment où il ouvre les portes de l'usine, Gaudin, il améliore de manière significative les conditions de production. Dans l'idée donc des équivalents de la richesse, il faut rendre à l'employé la valeur de son travail. Si l'employé s'investit et crée une richesse, il doit recevoir en retour une partie de la richesse qu'il a créée. Donc, travail moins long, on passe de 14 à 10 heures par jour, mieux payé, augmentation du salaire de 20%, mise en place du premier jour chômé le dimanche, et système de soins et de santé complet et gratuit dans l'usine, dès 1846. Donc de ce fait, ça laisse du temps aux employés et futurs familistériens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont très rapidement constituer des sociétés chorales, théâtrales, musicales, puis ensuite des clubs de sport comme la Société des boulistes, la Société des archers, l'Harmonie du familistère, puis un peu plus tard, club de basket, puisque par exemple le club de la ville de Guise, qu'on appelle aujourd'hui le PAC de Guise, il est en fait finalement issu du club du familistère. Donc c'est toute une histoire également des loisirs qu'on va retrouver au familistère, puisque pour Gaudin, le loisir, c'est sain, c'est la communauté, c'est le confort, c'est le bien-être. Et puis, ça permet également de montrer que le familistérien, il profite de ce qui lui est dû, donc de la valeur de son travail, avec du temps à soi. Il peut penser à soi, il n'est pas enfermé toute la journée dans une usine pour rentrer harassé dans son logement. Il va également pouvoir profiter donc de ces sociétés. Et donc forcément, comme souvent à l'époque, les gens étaient fiers d'appartenir à ces sociétés ou à ces groupes sportifs, et donc ils avaient souvent un emblème ou une bannière. Par exemple, l'emblème de l'harmonie du familistère, c'était une ruche. Parce que pour Gaudin, ce qui se rapproche le plus dans le monde, entre guillemets, de ce qu'il imagine du familistère, cette idée communautaire, coopérative, l'association du capital et du travail, c'est la ruche. Donc souvent, la ruche est utilisée comme symbole du familistère. D'ailleurs, sur les façades, il y a le dessin des alvéoles de la ruche que l'on retrouve. Un grand merci à toute l'équipe du familistère et à Jérôme Caron pour le temps qu'il nous a consacré. La première partie de notre magazine est terminée, mais pas d'inquiétude, la deuxième partie arrive la semaine prochaine. Ainsi, vous pourrez découvrir d'autres lieux du familistère de Guise, et même un endroit encore inaccessible aux visiteurs. Je ne vous en dis pas plus, à la semaine prochaine et à bientôt sur Beffravision.